toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on a reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Dans nos temps libres, on fait de l'impro. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast sur l'improvisation où à chaque semaine, on reçoit des improvisateurs actifs dans leur milieu. On vous invite dans notre monde, dans nos débats, dans notre évolution. Cette semaine, est-il trop tard pour faire de la scène? Votre animatrice Kimberly Reason, accompagnée également de Mathieu Dion-Paquette. Bonjour les gars, ça va bien? Ça va bien. Oui. Yes. Bienvenue à Ça passe ou ça casse. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va discuter de Est-il trop tard pour commencer à faire de la scène avec Julien Savoie qui a commencé assez tard. Alors, Julien, tu as déjà joué dans les ligues universitaires. Tu veux-tu nous faire un petit background de tes expériences en improvisation et en art de la scène? Ben écoute, côté improvisation, ça se résume pas mal à 5 années dans la Lidule. Puis à part ça, de la scène, ben, je joue de la musique aussi en dessin, mais ça, c'est un autre domaine. Mais impro, c'est pas mal ça. 5 années dans la Lidule, 5 belles années. Puis toi, t'as commencé tard, là. Moi, j'ai commencé à 28 ans. T'es très vieux, là. Ouais. Pas du peu. Je dis ça, moi. Juste assez. Ouais. Je suis pas encore dément. Ah, c'est bon. Ah, t'es pas encore dément, c'est bon à savoir. Puis t'as joué à l'Université Laval. Est-ce que t'as étudié à l'Université Laval? Oui, non, ça, j'ai un gros parcours à l'Université Laval. J'ai fait un doc en psycho. Complété. J'ai fait un DSS en enseignement collégial aussi avant ça, maîtrise en éducation. Fait que c'est un peu dans dans cette phase-là où j'étais en entre-deux avant de commencer mon doc, là, j'avais le goût de sortir un petit peu de ma tête, là, puis de trouver des moyens artistiques d'exprimer un peu, on va dire, ma voix intérieure, si je puis dire ça comme ça, corny un peu. Mais... Fait que c'était... Il y avait des buts, là, des objectifs. Là, ça comme pas parti random. Non, ben écoute, moi je viens d'un bac. T'as entendu parler ça de où l'impro? Ben c'est ça, en fait, c'est ça l'affaire. C'est qu'au DSS, en fait, ça a commencé que quand j'étais au DSS en enseignement collégial, Tommy Girard, on était tous les deux dans le DSS, puis là, dans le fond, ils cherchaient des colocs parce qu'il y avait comme un logement à 4 colocs, puis il y en avait 3 qui s'en allaient. Fait qu'à un moment donné, en tout cas, j'ai emménagé avec lui, puis à ce moment-là, il y avait Samantha Bérubé et Michael Larraguibel. C'est-tu le fameux appartement sur Belvédère? Non, sur Manrez. Ah, OK, non, ouais. C'est pas le même. Parce qu'il y a eu un autre appartement là, sur Belvédère, je pense, où il y a des bonnes colocations d'impro. Là. Ouais, un bail, les bails se transfèrent en petites gangs d'impro. Ouais, là. Ouais, ça arrive, ouais, en effet. Fait que dans le fond, quand on a aménagé là, moi, je veux dire, je connaissais rien de l'impro. Ben, je veux dire, je savais c'était quoi en superficie, si on veut. Mais là, quand je suis emménagé avec eux autres, je veux dire, ils rodaient dans le monde de l'impro depuis un bout. Puis je voyais un peu le laisser-aller, la répartie, le fun qui se faisait. Puis on dirait que dans ma tête, c'est comme, wow, OK, I want this. Là. Tu sais, là, j'étais tellement plus dans ma tête, plus cérébral. Je venais d'un monde où moi, je faisais du sport. Ben oui, le classique multisport. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'avais toujours un côté artistique. Là. Je m'amusais toujours à faire des voix, des personnages. J'aimais le cinéma. On dirait que ça... Dans mon fond intérieur, c'était toujours ça qui m'animait fondamentalement, mais j'étais dans un environnement qui faisait pas nécessairement la promotion de ça, ou qui encourageait ça, ou qui connaissait ça. Fait que mais il y a des musiciens dans ma famille. Fait que il y a toujours quand même un côté artistique. C'est juste que j'ai pas eu la chance d'être exposé à on va dire à être sur la scène. Fin-là. Exact. Ouais. Puis quand on dit que t'as commencé tard, on parle vers quel âge t'as commencé? Ben 28 ans. Okay. 28 ans. Je vais avoir 28 ans dans pas long. Crime. C'est ça, je disais, t'es vieux, là. Toi, tu vas-tu finir à 28 ans? L'impro, ben c'est ça, exact. Ouais. T'as commencé à 28, moi, je vais finir à 28. Ben, c'est fou parce que dans un épisode du podcast, on parlait du fait qu'on a
Roman et moi, on disait qu'on a commencé sur le tard, puis puis même Russell qui disait qu'on a commencé sur le tard en secondaire 5. Ouais, puis dans cette même lignée-là, ça veut dire que moi aussi, j'aurais commencé sur le tard en Fait que secondaire moi, on dirait 4, que j'ai commencé sur le quoi? Sur le très tard. Puis comment c'est arrivé? T'as vu l'événement d'impro? T'as vu les inscriptions aux auditions? En fait, c'est ça. C'est que, vu que c'est ça, j'étais en colocation avec eux autres, puis ça faisait quand même un certain temps que j'avais un besoin de laisser aller, puis d'expression créative. Puis j'étais assez exigeant. Le malaise, je le sentais vite. Là. On dirait que pour me laisser aller, il fallait que je sente que j'étais prêt. Puis quand tu dis... Il fallait que ça chemine dans ma tête. C'est ça, puis quand tu dis sentir, c'est quoi? C'était dans une interaction sociale avec des gens, puis tu sens que tu vas comme plus loin dans les conversations, que t'es comme loufoque, puis tu te permets pas de le faire avec eux, genre? Ouais. Un peu comme un blocage interne de ma conscience, mon propre regard envers moi-même, que je projette dans, admettons, qu'est-ce que les gens percevraient si je me laisse aller. On dirait qu'il y avait si je me laisse aller, je me sentais comme malaisé, fait que je m'empêchais d'aller là où ce que ma conscience allait créativement. Mais j'avais le goût de dépasser ce blocage-là pour vraiment juste être égal à ma conscience puis laisser ma créativité dans le flow, mais sans que ça soit malaisant. Puis que... Fait, dans le fond, c'est de développer des outils de communication puis de création spontanée. Oui, puis d'affirmation de soi aussi, de me sentir bien dans ma peau, à me laisser être moi sans filtre, sans avoir un genre de conscience qui juge, plus un « hey, c'est correct, laisse-toi aller, puis it's all good », là, genre. Fait que, il y a eu des ateliers, en fait, c'est Michael Larriguebelle qui avait fait des ateliers à la Limule initialement, puis je me suis dit « hey, crime, c'est l'opportunité d'essayer, tu sais ». Fait que là, j'avais été faire ces ateliers-là, puis j'avais tellement trippé. Puis je pense que il y avait... je pense que c'était Étienne Bordel qui m'avait suggéré de venir essayer à la Lidule. Fait que je l'ai fait. Puis là, Nick Ray m'a pris dans son équipe, tu sais. Oui. Cette fameuse année. On s'en rappelle de tes premières impros. Oh my God. Tu sais, quand je te disais justement que hey, j'avais le goût de me laisser aller dans ma créativité puis pas faire de malaise puis tout ça. Nope. Oh my God. La première impro à vie. Oh, j'ai figé. C'est comme le stress. Là. Il y avait des gens dans la crowd que je connaissais, des amis, puis j'étais juste comme oh my God, ça tournait à 100 000 à l'heure. Puis en plus, on n'était pas à la vraie salle, là. On n'était pas dans le théâtre de poche, là. On était dans l'espèce de espace jardin, là. Ça, à la cafétéria. Le coin de la cafétéria qui libère à l'Université Laval pour qu'on aille chercher nos livres au début de l'année, là. On joue, il y avait une scène là, puis un match d'impro. Mais je suis quand même content que ça a été mémorable. Oui. Moi, je me rappelle que tu faisais un enfant à genoux. Oh my God. Puis il y a comme des petits non-dits en impro, là, qu'un enfant, tu fais pas ça à genoux. Puis nous, quand on coach au secondaire, on le dit. On le dit aux jeunes du secondaire de pas faire ça. Mais tu dis ça, là, puis on dirait que là, je vois le clash entre qu'est-ce que ma conscience savait, puis mais mon corps avait pas appris qu'est-ce que ma tête savait. Fait que c'est comme si au moment où je jouais, je le savais que c'était pas bon, je savais qu'est-ce qui pourrait être bon, mais mon corps était bloqué. Puis j'avais pas les repères, j'étais vraiment envahi, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que le gap entre ce que je comprends puis ce que je fais était tellement large. Ça a été une année vraiment en montagne russe, mais je suis content. Fait que ultimement, c'est d'apprendre à bridge ce gap-là, genre être capable de prendre ce qu'il y a dans ta tête puis de le mettre devant toi puis l'exprimer aux autres. Ouais, de le véhiculer, de le vulgariser, verbaliser, de l'incarner aussi, assumer. Non, ça a vraiment été une année de me familiariser avec le malaise puis le surmonter puis de l'assumer. Je pense que c'est vraiment assumer n'importe quoi puis que c'est pas grave, puis une fois que ça c'est surpassé, on dirait que là, le carré de sable s'élargit, puis ça devient de plus en plus fun plutôt que juste stressant et humiliant. T'sais. Puis comment tu t'es senti, tu sais, quand t'as faire tes auditions avec des gens que tu connais pas, rentrer dans une ligue avec des gens que tu connais pas, parce que, tu sais, pour remettre en contexte, souvent, dans le monde de l'impro, on se suit, tu sais, je veux dire, on connaît les joueurs au secondaire, on connaît les joueurs au collégial, on se dit, tel joueur va probablement faire telle ligue. Toi, t'arrives dans une ligue universitaire, il y a plusieurs personnes qui se connaissent. Ben, je réalisais pas ça avant
que je le réalise en étant dans la ligue. C'est pratiquement une chance là, de pas le savoir. Ouais, mais c'est ça, parce que quand j'étais mais c'est ça, quand j'étais aux auditions, ok, ben, j'étais aux auditions, j'étais avec d'autres mondes, mais j'ai pas comme la conscience de, ok, ça, c'est tout du monde qui se connaissent, qui se suivent, qui ont tout ce bagage-là. Moi, je sais pas, là, à la limite, ça peut être du monde random qui viennent faire des applications, des auditions pour quelque chose. Moi, j'ai aucune idée, mais là, avoir été repêché, moi je me rappelle ma réaction. Oh shit. Là, c'est. I gotta get through là, j'ai pas le choix. J'ai comme, oh merde, can't go back. Mais à force de voir, mettons, la ligue, les matchs, le monde, comment ils se parlent, là, je suis comme, oh, ok, il y a un univers dans lequel je suis rentré que je suis pas conscient de tout le bagage que tout le monde a, puis toutes les relations, puis je suis comme, ok. C'est vraiment comme The Matrix, là. Tu prends la pilule, là, tu te réveilles, t'es comme, what? Ouais. Alright. Mais c'est ça. Puis, tu dirais que ça t'a pris combien? Tu as été 5 ans dans la ligue, dans la Lidule. Ça t'a pris combien de temps, mettons, te mettre dans le bain, là, puis de te dire, OK, je suis quand même rendu sur le même niveau que les autres, puis je comprends ce qui se passe. Je pense que. Ben, c'est sûr que la première année, on oublie ça, mais je pense que j'avais besoin de. C'est comme apprendre un instrument, ben, si tu as besoin d'apprendre une certaine théorie avant de pouvoir jouer, puis tu vas jouer mécanique, puis il faut que tu passes à travers ça, mais je dirais. Ma deuxième année, c'était beaucoup mieux, mais c'était mieux la deuxième, mais je dirais troisième année, que là, je me sentais beaucoup plus libre créativement, puis que je commençais à prendre confiance, puis que ça allait beaucoup mieux. Puis là, c'est l'année qu'on a joué au Shack, c'est ça, là? Celle-là? Possible, je sais pas, c'était-tu ça? Mais c'est vraiment là que je pense que... Mais d'une année en année, je voyais que je progressais, je m'en venais plus à l'aise. La deuxième année, c'était beaucoup mieux, là, je me sentais beaucoup moins... Les montagnes russes étaient moins hauts, disons. Ouais, ben moi, je me rappelle d'une anecdote quand même, là, de toi, Julien. J'ai joué à la Lidule avec toi aussi pendant des années. Puis il y a un moment où tu as pris confiance en toi rapidement. Puis au début d'un match, t'avais appris aussi les rudiments du vocabulaire d'impro. Puis je me rappelle d'un match où tu es venu me voir en me disant « C'est à soir que je te rosse en mix. » Avec humour, bien entendu. Avec humour, mais peut-être un petit peu de volonté que ça fonctionne. Oui et non. Je dirais que c'était plus pour rire, mais en fait, c'était plus une façon de reconnaître ta force de visser. Fait que c'était plus comme je me sens à l'aise que toi tu viennes me visser, parce que là je suis plus à l'aise avec me faire visser. Mais j'avais tellement trouvé ça bon là, puis j'avais vraiment apprécié gagner le point de cette mix là ensuite aussi là. C'était savoureux. Je suis content d'avoir contribué à ton bien-être. C'était savoureux de te voir repartir sur le banc en disant c'est pas à soir que j'ai réussi. C'est bon, ok. Là je réévalue mon tremplin, puis ok, j'ajuste là. Mais non, c'est sûr que ça laisse place à des beaux moments, là. Puis, dans ces 5 ans à l'université-là, tu as sûrement eu l'occasion de connaître des joueurs plus jeunes et tout ça. Puis, y a-tu des moments où tu t'es dit « Oh mon Dieu, j'aurais dû commencer cette discipline artistique-là plus tôt dans mon parcours? » Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps une partie de moi qui dit bon, hey, si j'avais commencé tôt, hein, je pourrais où est-ce que je pourrais être aujourd'hui? Mais en même temps, il y a quelque chose que je remarquais, malgré que j'avais pas les réflexes d'impro de bien développer, je pense quand même que j'avais une certaine maturité émotionnelle et rationnelle, si on veut, au sens que je pouvais bien rapidement comprendre et peut-être avoir puisé dans quelque chose d'un petit peu plus profond, parce que je remarquais aussi, puis c'est pas nécessairement une critique, c'est plus un constat, mais très personnel aussi, c'est que le niveau de profondeur que certains joueurs peut-être plus jeunes qui sortent peut-être du cégep ou du secondaire, ben, des fois, je trouvais d'aller dans quelque chose de plus dramatique, senti, incarné, c'était pas tout le temps évident. Puis, puis je pense que le bagage de vie contribue à quelque part de pouvoir puiser dans différents types d'émotions, peut-être plus complexes, peut-être un petit peu plus, pas raffiné, mais juste... Ben oui, raffiné, tu sais, je veux dire, on n'a pas le même vécu à 13 ans qu'à 28, là. Ouais. Je veux dire, on en a connu des peines, des joies... exact. C'est des expériences de vie aussi, là, à 13 ans, tu sais, à part aller faire l'épicerie avec ta mère, puis observer ce qui se passe autour de toi. C'est ça. Moi, je me rappelle au secondaire là, d'être très jaloux de mes coéquipiers qui font des bonnes dramatiques, puis de me dire dans ma tête, de petit gars du secondaire, comment ça, je me le fais pas dire, moi aussi, que mes dramatiques sont bonnes, je suis capable d'être triste. Ouais. Mais c'est peut-être ça aussi, hein, comme
comme je vois qu'est-ce qui se passe, je vois que peut-être les joueurs avec qui je jouais, il y avait comme une intention assumée et de confiance, mais que dans ma perspective, je me dis ah ouais, mais tu sais, il y a des nuances là-dedans, ou il y a des trucs, mais en même temps, moi, j'avais pas les réflexes de pouvoir aller encore à ce moment-là au début, du moins d'incarner cette profondeur-là que je sais qui m'habitait. Mais je pense que ce qui était un avantage pour moi, c'est cette maturité-là, d'être plus vieux, puis de pouvoir jouer avec des émotions plus complexes, puis un petit peu une genre de conscience plus large peut-être. Puis peut-être même aussi un différent background qui m'a aidé à amener quelque chose de différent aussi à ma façon. T'sais. Mais tu sais, tu dis ça, puis ça me fait réaliser, tu sais, pour avoir arbitré des plus jeunes, tu sais, du junior au secondaire, tout ça, des fois, je pense que nos attentes sont un petit peu trop élevées, là, tu sais, dans le sens on oublie que ils n'ont pas notre parcours de vie, tu sais, on oublie qu'ils n'ont pas vécu ça, conduire une voiture, puis que c'est normal que le volant il aille de gauche à droite sans fin, parce que dans leur tête, ça fonctionne comme ça. Tandis que commencer plus tard, ben ça nous donne cette expérience-là de se dire « Hey, je sais que cette dramatique-là, ben elle est vraiment sentie parce que je l'ai déjà ressentie, cette peine-là. Ouais. C'est pas la même chose que comme Mathieu disait. Ouais. Pourquoi, moi, ma dramatique, elle était sentie, elle était bonne, j'étais vraiment triste, mais tu sais, un drame, c'est pas toujours pleurer. Un drame, c'est pas toujours avoir des larmes. C'est de bien sentir les événements. Puis ça nous apprend avec le temps à le faire aussi, là. Puis dans ton parcours d'improvisation, y a-tu des moments où tu t'es dit j'aimerais ça essayer d'autres ligues d'impro, d'autres styles d'impro, ou t'étais bien dans ce que tu faisais? Ben oui et non, au sens que je pense que fondamentalement j'étais juste ouvert à faire de l'impro. Mon but c'était vraiment, peu importe où ce qu'on va, je veux juste me laisser aller puis être le plus réceptif à qu'est-ce qui se passe. Puis oui, ok, il y a une formule à la Lidl, un match régulier, 2 équipes, des impros timés. C'est sûr qu'il y a d'autres formules d'improvisation, mais ultimement je pense j'avais encore j'avais encore des objectifs de développement, même à travers ces 5 années-là, mais en même temps, j'allais l'été à, voyons, la Miche? Non. L'ONI? Non. La libido? Non. Ben là, t'as bien dit l'été. Oui, l'été à... Rive-Sud, Rive-Nord. La Ninkasi, là, la Limène. Non, tu sais, les docteurs. Les docteurs, c'est quoi ça? L'asile. Mais ça, c'était... Tu vois, ça, je trouvais que ça comblait ce besoin-là, tu sais, sans pression, d'essayer des nouveaux concepts, puis j'y allais une fois de temps en temps. Je t'en ai fait un concept à mon nom, un concept capoté que j'avais préparé avec Andréane Belland, là. C'était malade. Oui. On avait écouté un film, ok, l'idée c'était avec Andréane Belland, on s'était choisi un film super niché, puis on se demandait à quel point on serait capable de reproduire ce film-là sur la scène, faire que les improvisateurs reproduisent ce film-là. Fait qu'on a pris le film, puis on s'est pris au final, ça ressemblait à une feuille recto-verso de bullet point d'événements qui arrivent. Ouais. Fait qu'on vous a comme séparés, on vous a tous associé des personnages qui sont les personnages du film. On a fait des petites auditions, puis on vous donnait individuellement un papier avec la prochaine scène, elle va durer 5 minutes. Ouais. C'est toi qui la lead. Au début, vous êtes là, puis à la fin, tu dois faire que t'es en amour avec telle autre personne, puis que t'es en guerre avec telle autre personne. Fait que toi, tu devais... Les autres acteurs, les autres personnages ont aucune idée de ce qu'ils sont puis de ce qu'ils doivent être. Fait que là, il y a comme la liberté de créer n'importe quoi, mais on veut quand même essayer de rester dans ce qui va se passer avec le film parce que dans 30 minutes, il y a d'autres événements qui sont déjà écrits, tu sais. Fait que c'était vraiment... En tout cas, je me rappelle de toi, ce match-là, c'était vraiment hot. Ouais, non, je me rappelle, j'avais vraiment particulièrement aimé ça, mais tu sais, ça revient à dire, ultimement, peu importe la forme, le but, c'est quoi? Se laisser aller... créer une belle histoire, d'interagir avec le monde le plus naturellement possible, quelque part de le vivre. T'sais. Fait que peu importe la forme, oui, que ça soit la Lidl ou que ça soit autre, ultimement, moi, ça revient au même, c'est comment, avec les contraintes qui vont m'être imposées ou pas, qu'est-ce que je fais pour me laisser aller avec le monde autour de moi pour atteindre ce genre de nirvana de la folie, là, si on veut. Mais moi, j'ai une question aussi au niveau personnel, dans le sens où, tu sais, l'impro, oui, c'est le jeu, c'est le désir de s'accomplir, puis ça, j'ai bien compris ça, mais ça vient aussi avec beaucoup d'amitié, ça vient avec un nouveau cercle social, tu sais, puis habituellement,
rendu peut-être à 28, 27, 28 ans, on a déjà nos cercles sociaux qui sont quand même assez bien établis. Comment tu as trouvé ça de rentrer dans cet univers-là, de t'intégrer dans des groupes d'amis qui sont construits depuis des années? Puis aussi, à travers ça, as-tu développé des nouvelles amitiés dans ce style-là? Je te dirais, au début, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, c'est rentrer dans un univers que je connais pas avec des relations établies. Puis en même temps, il y a comme une culture aussi différente. Je veux dire, moi, je suis habitué dans des équipes sportives avec du monde, puis on niaise et tout, mais ça n'a pas la même... ça n'a pas la même sauce. Moi, mon impression, c'est comment les gens semblaient très ouverts et à l'aise de juste être. Puis ça, moi, ça me mettait à l'aise. C'est sûr qu'au début, j'étais comme dans n'importe quelle situation sociale. Je gauge, je regarde, j'observe. De juste être. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, comme si tu voyais plus les individus individuels sortir versus genre les 2-3 personnes qui vont se camoufler, mettons, dans l'équipe de soccer, genre, on est l'équipe de soccer. En même temps, on peut voir ça de deux façons. Les gens peuvent se laisser aller, puis ça a de l'air authentique, mais que c'est un masque pareil. Mais l'important dans tout ça, c'est comment moi, ça me faisait sentir, finalement. T'sais, moi, j'avais le goût de me laisser aller, puis d'être égal à ma conscience, puis de sentir que les gens étaient à l'aise de faire les fous, des niaiseries. Mais on dirait que c'est comme, OK, je suis dans un groupe que... Hey, c'est bien reçu de se laisser aller puis de niaiser, mais on dit OK, let's go. Puis je sais pas, c'était libérateur. Fait que ça m'a les relations que j'ai entretenues à travers, puis je veux dire, Mathieu, on a fait du chemin. On s'est découvert là, puis on s'est pas lâché. Non, mais c'est ça. Fait il y avait j'ai l'impression que ça a permis de bâtir quelque chose de plus solide, mais pas nécessairement plus solide, mais plus facilement solide, parce qu'il y avait ce genre de laisser-aller-là, d'une authenticité, de libération, qui fait que là, dans le rapport à l'autre, ça me donnait plus confiance, puis il y avait comme un genre de lien plus fort. Hey, on est ensemble, puis on se laisse aller tout ensemble. Tu sais, on est tous un peu... Même si on a des habiletés différentes, des expériences différentes, quand on se retrouve sur le stage ensemble, avec une crowd qui regarde, on le partage. Puis là, après ça, à l'extérieur, on continue un peu cette folie-là. On dirait qu'on est entraîné à vouloir se lâcher notre fou. Fait qu'à quelque part, moi, ça je sais pas, ça a contribué à me sentir beaucoup plus à l'aise avec les gens. C'est sûr qu'au début, c'était pas le cas. J'étais un petit peu plus mal à l'aise, si on veut. Mais... Ouais, comme dans n'importe quelle nouvelle situation. Exactement. Ouais. Alors, mais plus ça allait, je trouve que je sais pas, il y avait je m'intégrais de mieux en mieux. Je me sentais que j'appartenais un peu plus à cet univers-là. Donc, en résumé, c'était pas un enjeu. Ça n'a pas été un enjeu au niveau social, là, d'intégrer une ligue en plus à retardement, si on veut. Pas pour moi. Non, pas pour moi, parce que j'avais hâte, j'étais motivé, j'étais passionné, puis j'étais conscient de où j'étais, où ce que les autres étaient, puis je me laissais vivre l'expérience. En fait, je tolérais que j'étais plus anxieux, mais que je voulais pas l'anxiété. Je voulais pas que l'anxiété guide mon comportement. Je voulais que ça soit mon désir de me laisser aller, puis d'apprendre finalement qui guide tout. Fin. C'est vrai. Non, il y a d'autres choses à jaser. Mm-hmm. Ouais, je vais essayer de le formuler de même. C'est ça, moi, c'est ce que je trouve hot avec l'idée de commencer à faire de la scène ou une autre discipline tard dans sa vie, c'est que quand tu fais ça puis que t'es jeune, souvent tu tombes dans le monde par la structure, tes parents te demandent de trouver une activité, tu vas là, tu rentres là-dedans puis t'en retires des choses par après, puis tu t'en rends compte que ça t'apporte après. Ouais. Mais quand t'es plus vieux, puis tu commences ces activités-là, t'as un objectif. Exact. Tu veux aller chercher quelque chose. Exact. Puis moi, ça, c'est la chose que, tu sais, Julien, j'apprécie le plus de toi. C'est vraiment ta capacité puis ta volonté à juste t'améliorer. T'es curieux de la vie, tu veux manger des affaires, tu veux juste devenir une meilleure personne all around, puis pour toi puis pour les autres, être une bonne personne, on peut le faire de façon très égocentrique puis tout le monde y gagne au final, parce que t'es juste une meilleure personne pour les autres puis toi t'es mieux là-dedans. Puis c'est ça, moi, c'est cet aspect-là de commencer à faire de la scène pour aller chercher quelque chose.
Comme un choix conscient. Là, ouais. C'est ça, le choix conscient. Mais c'est intéressant le parallèle parce que, tu sais, mettons, moi, j'étais dans le sport, puis c'était un peu ça mon mode par défaut. J'en ai retiré énormément, j'ai adoré ça, mais c'était comme une continuité d'un mode de vie qu'à un moment donné, ça venait comme, tu sais, de toujours être dans la performance, puis le dépassement de soi, mais... Oui, mais quand ça devient comme une obligation puis une pression, mais à un moment donné, c'est comme, OK, quoi d'autre que je recherche, tu sais? Puis on dirait que tout le monde peut avoir ce cheminement-là, peu importe la sphère. Tu sais, comme faire de l'impro, ça peut venir un mode automatique par défaut. Alors, comment on se renouvelle, comment on redevient conscient de nos aspirations, de ce qu'on aime à la base, puis de un peu orienter notre mindset pour être conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on choisit de faire pour être fier de soi, finalement, tu sais. Moi, oui. Tu penses-tu que, parce que tu as commencé plus tard, tu étais plus exigeant envers toi-même en tant que joueur d'impro, ou tu penses qu'au contraire, tu étais moins exigeant par rapport à des gens qui ont des backgrounds en impro? Bonne question, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui est quand même exigeant dans un sens, parce que je veux pouvoir m'amuser, mais je veux aussi que ça soit bon, que ça soit regardable puis agréable, parce que ultimement, faire de l'impro, il y a un public qui regarde, fait que c'est un peu, l'un va avec l'autre, mais je pense aussi qu'il y avait peut-être puis ça, il faudrait demander au monde, parce que moi, mon expérience, c'est peut-être que j'étais moins exigeant parce que j'étais motivé à ce moment-là vraiment par un désir profond de laisser aller. Fait que je me laissais... Mon challenge, c'était, OK, comment je peux aller avec le flow du malaise, de l'anxiété, puis j'étais fier quand, admettons, j'avais réussi pendant un laps de temps à vivre égal à comme ma folie. Fait que oui, je pense que j'étais quand même exigeant parce que j'étais conscient que j'étais plus vieux, j'étais conscient qu'il y avait du monde qui était des excellents joueurs, puis je voulais pouvoir arriver à jouer puis pas me sentir comme je suis le boulet qu'on doit traîner. Là. Fait qu'il y avait cette pression-là implicite que je me mettais sur le dos, mais que que j'étais conscient aussi que si je me mets cette pression-là, je vais pas me libérer, je vais pas me dépasser, je vais juste constamment penser à comment c'est lourd ou comment je suis pas bon aussi. Puis m'arrêter. Alors, je pense qu'il y avait comme cette ligne-là entre, oui, être exigeant, être conscient de l'effet que je peux avoir dans mon environnement, mais en même temps, savoir que je peux me taper dessus, mais ça va rien changer. Fait que c'est aussi accepter où ce que j'étais, puis juste faire le premier pas dans cette direction-là. C'est ça, puis ultimement, je pense que l'important, c'est de te comparer à toi la veille. Ouais, c'est important c'est d'avoir l'observation, puis de regarder autour de toi vers quoi tu dois tendre pour t'intégrer le plus possible dans ce milieu-là, parce que tu veux pas, il y a des normes, il y a des règles, il y a des façons de faire, comme dans tous les milieux, puis on veut se sentir inclus, puis si on se sent pas inclus quand on est dans un milieu, ben c'est peut-être parce que notre façon d'agir ou de penser dissonne des autres avec qui on est dans ce milieu-là. Puis toi, tu t'es toujours positionné avec la meilleure attitude avec les gens autour de toi dans l'impro, t'étais jamais... T'étais avec des gens plus jeunes, puis t'arrivais en tant que... étudiant, t'allais demander aux gens ça, c'est-tu bon, donne-moi-en, je voulais tu mettais les gens même si sur l'improvisation ce que tu pouvais faire était des fois très maladroit, puis genre Colin, ça fait pas la meilleure impro, ta première année t'as fait t'as fait plusieurs faux pas, puis l'affaire c'est que il fallait que t'effaces, puis t'en as tellement fait beaucoup, puis rapidement que tu t'es tellement amélioré vite, là. Puis t'as toujours eu la bonne attitude après les matchs d'être ouvert à dites-moi là ce qui a pas été correct, je veux le savoir. C'est ça, parce que t'avais cette pression-là mentale de vouloir t'exprimer puis de le faire correctement aussi. Mais je me rappelle de Julien, là. Tu sais, le Julien qui vient s'excuser parce que la mix n'a pas été parfaite. Le Julien qui est comme qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qui revient sur ses impros, qui est très analytique envers ce qu'il a fait, tu sais. C'est ça le contraste, hein. C'est le rationnel peut être fort et bon, mais quand c'est le temps de le vivre puis de l'incarner, c'est bien beau le rationnel, mais c'est pas là que ça se passe. T'sais. Qu'est-ce que tu as utilisé de ta formation professionnelle pour t'aider avec tes nouveaux challenges de scène? Parce que un mode de compréhension. Parce que l'affaire, c'est que ce que je veux rappeler aux gens, c'est que tu as vraiment développé ces deux-là en même temps. Tu as commencé l'improvisation à l'université au moment que tu étais rendu à faire ton doctorat en psychologie. Fait que tu as comme évolué à travers ces deux facettes-là de toi
en même temps, ouais. genre, si je peux dire. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt, une curiosité de l'expérience, mais aussi j'ai un intérêt particulier vers comment les gens se sentent, comment les gens agissent, pourquoi ils disent quelque chose, mais ils font quelque chose d'autre. Ou un peu le regard sur l'expérience humaine telle qu'elle est, puis essayer d'en tirer quelque chose. Fait que ça, je pense que ça m'a aidé dans le monde de l'impro à une genre d'empathie, à comprendre comment quelqu'un peut se sentir d'une façon ou d'une autre, d'une façon peut-être plus réaliste, puis d'amener cet aspect-là dans mes interactions avec le monde, mais aussi peut-être ultimement dans ce que je voulais aller puiser en impro. Puis outre t'améliorer, est-ce que t'as déjà trouvé que quelqu'un a été méchant avec toi? Méchant. Parce que dans l'attitude de vouloir s'améliorer, des fois c'est facile de se dire, puis de toujours prendre de sa... Comment est-ce que moi j'aurais pu faire pour pas que ça arrive, mais des fois il y a des gens qui peuvent être méchants pour vrai. Méchant, non, je pense pas qu'il y a personne qui a été comme méchant. J'ai pas comme un souvenir qui me vient de. Peut-être, probablement que. Parce que moi je t'ai insulté plusieurs fois. Je voulais essayer de m'excuser, mais on n'ira pas là, c'est correct. Là. Je suis pas prêt à recevoir tes excuses, Mathieu. Mais il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, puis qui me titille un peu sur commencer l'impro tard, puis j'aimerais ça voir qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai comme l'impression que Julien, malgré tout, a été quand même chanceux d'intégrer la Ligue universitaire. Oui, c'est vrai. Puis je trouve qu'il manque tellement de place pour les joueurs qui veulent commencer plus tard dans leur parcours. Des fois, on est sur les groupes Facebook, puis on voit des joueurs « Hey, j'aimerais ça commencer. Je suis allé à des matchs, j'aimerais ça commencer. » Ou des comebacks aussi, des gens qui en ont fait récemment sur Impro QC. Il y a quelqu'un qui disait « Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, j'ai envie de commencer à retourner dans ce monde-là, juste à arbitrer comment... » Tranquillement. Et où la porte... Et dans quelle porte je dois mettre le pied pour rentrer dans cet univers-là, par où je vais. Mais puis, tu sais, ça, c'est comme ça prend du temps, puis t'as quasiment pas le choix de vivre la difficulté de rentrer dans un univers qui est quand même tissé serré, au sens que c'est pas comme une clique, mais tu sais, tout le monde qui est là, c'est ensemble, ils sont ensemble, puis ils se tiennent ensemble. Fait que oui, c'était pas évident. Tu sais, si c'était pas de Nick Ray là, qui a dit, tu sais, qui était un peu troll, là, genre, hey, lui, je vais le prendre, puis je prends un risque, tu sais. Pour vrai, à ce jour, c'est vraiment. Ça, non, c'est vrai, ça a été ça, un pari. Hein? Oui, c'était un pari, puis, tu sais, je veux dire, il a sûrement vu qu'il y avait un potentiel quelconque, mais il savait que ça allait être un gamble, là. Ben, c'est sûr, puis c'est un couteau à double tranchant parce que. Tu sais, moi, pour avoir repêché souvent des gens, puis tout ça, puis avoir donné la chance à des joueurs qui n'avaient jamais fait d'impro, là, je l'ai fait dans des ligues, tu sais, des joueurs qui sont maintenant, tu sais, je veux dire, je pense à Jean-Michel Martel, c'est qui a fait les NH et tout ça. Je me rappelle ses auditions d'impro, il avait l'air de... Pas il avait l'air de rien, mais tu sais, dans le sens que... Ben, les gens étaient inquiets, là. Ils étaient comme, ben, moi, je suis pas capable d'encadrer un joueur qui a pas fait d'impro, tu sais, je peux pas me permettre ça. C'est pas tout le monde qui a envie aussi de l'accompagner dans ses premiers pas, tu sais, des fois on est rendu à courir, on veut s'entraîner entre nous puis pratiquer nos marathons, on n'a pas envie de réapprendre à des bébés à marcher. Ben, mais il y a l'aspect aussi que, tu sais, ça demeure un spectacle. Tu sais, c'est un spectacle qu'il y a des gens qui viennent parfois payer, voir le match, voir le spectacle. Alors, à quelque part, il y a un souci aussi du show, de la qualité du service. Exact. Du service, mais tu sais, à quelque part, les gens viennent pourquoi se perdre, puis plus c'est bon, plus les gens sont incarnés et vrais. Fait que si entre les pairs, moi je me rends compte qu'à chaque fois que je joue avec quelqu'un, ben ça fait qu'on produit un spectacle de piètre qualité, ben je vais avoir envie peut-être de parler avec cette personne-là de comment est-ce qu'on peut faire pour que quand on joue ensemble, ça aille mieux. Parce qu'en ce moment, il y a des gens dans la salle que la semaine prochaine, ils n'ont pas envie de revenir. Parce que quand on joue ensemble, ça marche pas. Puis c'est ça la fine ligne, tu sais. Alors, OK, oui, il y a un spectacle. Oui, ben, puis c'est ça pareil. Puis, t'as dit la Finlande, là. La Finlande. La Finlande. C'est ça, la Finlande. C'est le même, ça se passe en Finlande. mais c'est pour ça que je dis c'est un couteau à double tranchant parce que c'est super pertinent que les gens incorporent l'impro à leur parcours, peu importe l'âge à laquelle ils sont rendus. Honnêtement,
Je l'ai dit dans un autre podcast aussi, moi, je trouve que c'est un outil essentiel dans la vie pour se développer au niveau social, au niveau interaction. Mais je trouve qu'il manque. Il manque vraiment. Puis, comme Mathieu l'apportait, ben il y a aussi une question de, OK, peut-être qu'on peut se permettre dans une saison de rentrer un joueur qui a moins d'expérience, l'encadrer, mais on peut pas se permettre de le faire de manière grande puis d'en prendre plusieurs parce que, ça l'impacte le show. Puis deuxièmement, ben c'est plaisant aussi de jouer avec des gens qui sont un peu de ton niveau parce que là, toi, tu viens de perdre en tant que joueur. C'est ça, aussi. tu limites ta propre liberté créative en t'adaptant, mais en même temps, moi, c'est ce que j'avais réalisé, en tout cas, dans ma vision, les excellents joueurs d'impro, on dirait que ça dérange pas qui va être en avant d'eux, ils vont faire avec, puis ils vont amener le monde comme d'une façon tellement naturelle que ça rend l'autre joueur meilleur par... Puis on dirait qu'il y a quelque chose dans l'expérience de jouer avec quelqu'un qui est conscient de tout ça. Après disons, l'impro, puis je veux dire, ça m'est arrivé aussi, je reflète après ça, puis je suis comme, hey, crime, il était bon, puis il m'a fait sentir tellement bien. Puis on dirait, OK, puis là, je me mets en mode reverse engineer. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, là? Tu sais, comment est-ce que lui a agi avec moi? Comment il a fait apporté ça? Exact. Puis moi, je pense que c'est peut-être ça, ma force qui m'a aidé, c'est la capacité à observer, déconstruire, puis reconstruire pour l'intégrer à moi, comment moi je suis, puis comment ça peut être naturel, tu sais. Tu sais, c'était ça un peu la question. De la place en impro, il en reste. Il en reste tellement pour des ligues, pour des gens qui commencent, mais encadrés par des gens qui ont de l'expérience. Il en reste pour les personnes âgées. Je suis allée jouer avec des personnes âgées l'année dernière. Mon Dieu, quel outil cognitif, quel outil pour leur permettre d'être réceptifs, d'avoir un réflexe cognitif qui reste constant, qui se développe. Sont drôles à leur manière, c'est sûr. Exact. Puis je pense que ce que tu dis, c'est si tout le monde peut trouver sa fibre qui leur permet... Tu sais, ultimement, si tu fais de l'impro, c'est que tu acceptes l'incertitude, le risque, l'imprévu, puis tu l'accueilles à bras ouverts. Puis tu laisses ta fibre authentique te guider de là-dedans. Peu importe où ce que ça va. Puis là, s'il y a un problème, là, tu deals avec. C'est parce que ça permet aussi tellement aux gens l'impro, justement, de dealer avec des situations que la plupart des gens voient énorme. Puis là, t'arrives, tu te dis, ben non, regarde, t'as ça ou ça dans l'instant. J'ai dealé avec 15 fois pire. Ben non, mais c'est ça. Puis je t'avoue, ça m'a aidé dans ma job. Sincèrement, là, si c'était pas de l'impro, je sais pas, je pense pas que je serais aussi à l'aise et naturel dans mon travail. Quand t'es en one-to-one. Un one-on-one, la personne me parle, puis je travaille avec un modèle théorique en arrière-plan. Je veux dire, j'ai des interventions que je dois mener à terme, si on veut, ou en tout cas guider un peu une personne qui vient se dévoiler, si on veut. Alors, comment prendre ce qui est là? Puis des fois, m'amène une balle courbe, mais OK, mais comment je prends ça? Puis mouler ça, peut-être rattacher ça à un objectif pertinent. Puis il y a beaucoup de... C'est ça, de cette flexibilité-là à prendre la situation où elle est, puis faire son chemin à partir de là. T'sais. Ben, à un autre niveau, je veux dire... Je suis persuadée qu'avoir mentionné dans des entrevues d'embauche que je faisais de l'impro, ça a eu une influence sur moi ou un autre candidat ou candidate. Vraiment. Honnêtement... L'écrivez-vous, vous, dans votre CV? Oui. Toujours. Dans mon bénévolat, c'est tout le temps inscrit parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, c'est beaucoup de bénévolat, l'impro. J'ai coaché, j'ai arbitré. Je veux dire, oui, ça m'a tout le temps fait plaisir, mais ça fait partie de mon expérience. Puis il y a combien d'emplois puis d'heures au travail que j'ai pas mis parce que j'étais en train de donner du temps. Ouais. Donc, c'est sûr, je vais le dire. Puis quand j'arrive en entrevue d'embauche, bon, c'est rare, là, j'ai quand même des emplois stables, mais c'est tout le temps quelque chose que je mets de l'avant. Puis tu sais, dernièrement... C'est vrai. Dernièrement, j'ai eu une Tu me l'apprends, je l'ai jamais faite, j'aurais dû. Puis dernièrement, j'ai eu une entrevue d'embauche, puis on en a parlé longuement dans mon entrevue. Ouais. Tu sais, je veux dire, je l'ai soulevé, puis j'ai dit, écoutez, tu sais, c'est quoi une de vos forces? Ben, je m'adapte.
je m'adapte. Puis je c'est vais ça. vous dire pourquoi je m'adapte. Ça fait C'est 10 ça. ans que je fais de l'impro. C'est fou. C'est ça que c'est de l'impro. C'est s'adapter. S'adapter Mhm. dans le moment à n'importe quoi qui vient. Puis... Je pense qu'on a aussi cette capacité-là à se dire, justement, ah, ça, c'était moins bon, mais c'est pas grave, il y en a un autre qui arrive après. Aussi, Puis- le laisser aller. Le laisser Hey. aller. Ouais, c'est plutôt un Pepsi. Puis, Je dois un Pepsi. puis je pense que ça, c'est super pertinent pour une carrière professionnelle. Ouais. Je veux dire, il y a pas de... Les employeurs sont pas tellement chauds à l'idée d'avoir un employé qui est vraiment fixé sur une idée, puis que là, il y a un problème, puis ça l'a consumé la moitié de mes heures travaillées cette semaine. Tu sais, je veux dire... Ben, c'est quelque chose qui existe, ça, quand tu es une entreprise puis que tu veux travailler un peu ton ta chimie d'équipe puis tout ça, là, ce qu'on va appeler dans le monde de l'impro faire un corpo, aller faire de la formation en milieu de travail avec les gens pour leur faire des ateliers pour essayer d'améliorer la façon que l'équipe communique entre elles. Ouais. T'es juste l'idée de... Si t'as quelqu'un dans ton équipe qui veut toujours un peu faire à sa manière, puis quand tu lui proposes une idée, tout ce qu'il voit, c'est les barrières pour... Il comprend où est-ce que tu veux aller, mais lui, tout ce qu'il te donne comme feedback, c'est les barrières auxquelles tu vas te buter pour arriver à ton but. C'est tellement démotivant. Ouais. Mais Un quand tu fais refus de personnage. un refus de personnage, un refus d'idée. Mais quand tu fais de l'impro, t'apprends à dire oui et oui, mais plutôt que de dire non, non, non. Ouais. Fait que c'est juste dans la façon de le communiquer. Peut-être que l'objectif reste le même, mais quand t'arrives et que tu communiques avec ton collègue de travail pour mener à terme ce projet-là, ben ton attitude, puis l'entrain, puis la façon de le faire devient tellement plus agréable, puis tu profites du mieux de tout le monde parce que tu laisses la chance aux autres de t'en donner. Ouais. Puis, tu sais, ce que tu dis ça, excuse Kim. Non, c'est correct, vas-y. Dans le je fond- vais juste continuer au point. Mais c'est que dans le fond, tu sais, vous parlez, mettons, comment ça aide dans la job et tout, puis ma réflexion va comme, tu sais, plus large que ça, c'est juste comment être un humain, tu sais, qui s'adapte dans toutes circonstances pour s'améliorer soi, mais aussi améliorer tes relations ou ce que tu fais dans la vie. Tu sais, on dirait que je trouve que ça... On dirait que tu peux plus naviguer avec flexibilité en allant de l'avant jusqu'à temps qu'à un moment donné, on meurt. Mais tu sais, au sens... Ouais, mais... Non, mais... Ben, se mettre dans le présent et pas C'est avoir ça. peur de ce qui s'en Exact. vient parce que tu sais, comme on vous disiez tantôt, tu vas pouvoir te virer sur un scène puis aller vers C'est ça. ce qui te sort du danger puis de l'inconfort rapidement quand même. Puis ce que tu disais aussi par rapport à le refus de personnage. là. Ouais. En tout cas, Refuser ce que quand les autres t'apportent Ouais. des idées, des projets. là. mais quand on parlait, mettons, tu sais, comment c'est l'impro tard, moi je vois la pertinence de la formation. Tu sais, si justement de pas prendre le risque de prendre quelqu'un qui tu sais, peut-être qu'il y a du potentiel, mais que ça peut affecter le show. Mais Dans le sens peut-être- de pas nécessairement commencer puis se lancer pour faire de l'impro pendant un an, Ouais. mais de faire de la formation d'impro. Ouais. genre. Ben Ok. moi, ça m'a aidé parce que ça, tu sais, je veux dire, ça m'a permis de me laisser aller en sécurité en sachant que j'allais me planter complètement, mais dans une attitude de formation puis d'ajustement. Fait que, tu sais, ça, je trouve qu'il y a cette utilité-là, peut-être T'es pour du monde entouré de qui gens aussi qui viennent chercher un outil, fait qu'on peut vraiment discuter autour de Exact. cet outil-là. avec peut-être d'autres mondes qui jouent aussi. Fait que, tu sais, Ouais. là, Ben, c'est ça. l'attitude dans ce contexte-là est vraiment autour du partage. Et Ouais. ça vient aussi, quand ceux-là qui ont de l'expérience, je comprends qu'on veut... je sais pas, on veut faire le marathon avec nos autres chums, Yes. tu sais, de pouvoir jouer au niveau de notre conscience puis comment est-ce qu'on veut. Mais là, s'il y a quelqu'un qui a moins d'expérience, qui fait plus d'embûches, ben, ça peut être frustrant, ça peut être difficile, mais comment dépasser la frustration pour jouer égal à nous, mais en même temps en aidant la personne à donner le meilleur d'elle-même aussi. C'est comme une responsabilité implicite, mais comment l'autre personne avoir l'attitude d'être réceptif et de vouloir s'améliorer. Tu sais, il y a tout ça. Là. Puis je pense aussi que peut-être plus viser sur la formation en milieu de travail que intégrer une ligue, ça peut être une avenue qui soit intéressante parce que, tu sais, peut-être qu'à 30 ans, quand tu es un professionnel dans un bureau de comptable, c'est moins pertinent que tu sois capable d'intégrer des personnages dans ta vie, tu sais. Mais à quel point c'est Raoul Ramirez! Mais c'est tellement pertinent que tu sois en mesure de recevoir de l'information de tout type de clients, puis d'interagir avec n'importe quel client. Puis c'est tellement pertinent d'être face à un brainstorm dans une équipe, puis
sais, je sais pas, vous, si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, brainstormer dans une équipe avec des gens qui sont habitués de se poser des questions alors que nous, on est habitués d'aller dans l'action. Et rapidement, dans le brainstorm, on arrive à une conclusion. Regarde, ça, là... Faut que ça vire concret, là. Ça, là, ça a 95% de fonctionner. On prend la perche, puis on avance. Exact. Fait que je pense que c'est super pertinent. Parce qu'on a bien beau pertinent. dire si on met jamais le pied un avant de l'autre, à un moment donné, la prochaine étape, tu peux pas voir tant plus loin que ça, tu sais, ça peut aller n'importe où. Non, c'est ça. Puis tu sais, relationnellement aussi, admettons qu'on parle de l'impro, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie, j'ai l'impression que tout le monde veut être vu, entendu, tu sais, admettons dans leur fond, tout le monde veut pouvoir s'exprimer d'une certaine mesure et être reçu. Alors quand on est en impro, tu sais, on sait pas où on s'en va, mais tout le monde veut amener une proposition, puis on veut pouvoir se sentir libre d'amener cette proposition-là, puis que ça éclaire à quelque chose, mais c'est dans une interaction, tu sais, il y a plus qu'un individu qui veut s'exprimer, qui veut être reçu et entendu. Alors, il faut c'est de vivre dans cet espace-là entre les deux propositions, les deux intentions. Exact. Et c'est là l'attitude et c'est l'attitude de savoir donner et savoir recevoir sur cette fine ligne-là avec toutes les petites variations. Il y a des gens qui tirent un petit peu plus à couverte. Fait qu'il y a des gens qui vont OK, je vais le laisser tirer, mais est-ce qu'il peut être conscient que c'est vrai, je tire beaucoup sa couverte, ben lui, qu'est-ce qu'il va me dire? OK, ben je vais écoute-moi. C'est ça. Fait que c'est à chaque personne dans un flow qui sera jamais parfait, que tu peux toujours a posteriori revenir sur la situation et dire ah oui, là j'ai peut-être tiré trop sa couverte que ce que j'aurais préféré. OK, ben une prochaine fois, j'en serai conscient, puis là ça sera une autre affaire que je vais vouloir travailler. Un peu de réciprocité. Parce que ultimement, on veut tous se sentir libre d'atteindre une folie dans le partage relationnel. C'est un peu ça, right? Tout le monde cherche un peu ça, là. Puis tu sais, je pense que l'impro, ça nous apporte l'écoute. Ça nous apporte à apprendre à être le leader dans les bonnes situations, puis pour les choses pour lesquelles on l'est. Parce que tout le monde est un peu leader, tu sais, mais sur des points précis. Puis comme tu disais, ben tu sais, je tire beaucoup la couverte en ce moment, ben tu sais, ça se peut que l'autre la lâche puis elle te revole d'en face. Fait qu'apprends à le faire, mais de la bonne manière. Puis je pense sinon, que l'impro... Sinon, tu vas être tout seul à tirer ta couverte tout le temps. Fait que je pense que l'impro, ça nous apprend vraiment ça. Ça nous apporte des bases de communication, d'écoute, des relations. Des skills relationnels vraiment élevés. Sur différents canaux aussi, hein, que ça soit non-verbal, que ça soit verbal, que ça soit émotionnel, que ça soit... en fait, c'est ça, c'est d'être à l'écoute de l'expérience pour tout ce qu'elle est, tu sais. Dans tous nos sens, nos pensées, l'interaction, c'est être conscient et très réceptif à tout, tu sais, finalement. C'est, en tout cas, c'est super magique. Intéressant. Puis, je pense qu'en résumé, tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que l'impro, ça l'apporte beaucoup, même quand on arrive dans le milieu à un âge plus élevé. Oui, moi, puis, ça a changé ma vie, là, sincèrement. Là. C'est l'affaire que je suis le plus fier d'avoir faite dans ma vie. Tu sais, j'ai fait un doc. mais je suis plus fier d'avoir commencé l'impro. Sincèrement, parce que pour moi, c'était un plus gros challenge. C'est fou, hein? C'était sortir de ma tête. Là, si on dit ça, tu vas faire peur à des gens, là. non, mais... je commencerai pas un doc demain. non, mais je veux dire, c'est juste différent. Mais il y a beaucoup de monde qui ont des decks en impro, par contre. Oui, c'est vrai. Ça, il y en a, mais des docs... C'est quoi un deck en impro? On a entendu ça dans d'autres épisodes, là, pour ceux qui sont pas familiers, là. Ça veut dire quoi, mettons? Un deck en impro? Je le sais, là. Ah ouais, tu le sais? Oui, j'en ai des amis. Ou Non, pas toi. Pas moi. Moi, j'ai vécu un peu le deck en impro parce que quand je suis rentrée au cégep, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire à part faire de l'impro. Fait que avoir un deck en impro, c'est chiller beaucoup dans le local d'impro. C'est avoir beaucoup de tournois au collégial. En gros, c'est faire son cégep en 3-4 ans quand t'aurais pu le faire en 2. Ouais, souvent c'est ça. Littéralement, ça se résume à ça. Prendre une année de plus pour aller jouer dans l'équipe A parce que cette année-là, je pense que ça va être ma chance. T'sais. Ouais, ou tu sais... une autre façon de le voir. Puis c'est l'endroit où tu t'impliques beaucoup. Souvent au collégial, tu sais que tu veux comme un peu faire ta marque. Fait que c'est beaucoup de soirées, de tournois, etc. Julien. Mathieu. T'as 28 ans. Pas en ce moment. Non, mais pas là, mais je te mets dans le passé. Là. Bon. T'as 28 ans. Ton audition à la Lidule est dans une semaine. Comment tu t'es préparé? Comment tu te prépares? Et là là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je pense que je passais un petit peu de temps devant le miroir.
OK. Probablement essayer de prendre conscience de mon faciès, des voix, essayer de faire des personnages. Mais ultimement, ouais, je faisais un petit peu de tout ça pour de jaser beaucoup aussi. Ouais. Jaser beaucoup avec... Seul, avec un chat, un plan. non. Avec mes colocs, discuter, impro, comment ça se passe. Tu sais, essayer de... Ultimement, là, essayer... Qu'est-ce que tes colocs t'ont dit comme conseil? Je me rappelle même pas. Moi, Ok. je pense, tu sais, l'important, juste... Laisse-toi aller. Mhm. Tu sais, pense-y pas trop. Vas-y. Amuse-toi. Tu sais, c'était souvent au sens de va te faire du fun, casse-toi pas la tête, écoute, feel, puis tu verras ce qui va Ça arriver. fait tellement du sens parce que je fais de l'impro, là, mais si je fais pas d'impro, ça me rend tellement anxieux me faire dire ça. Là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ultimement, je te dirais, c'était plus de la régulation émotionnelle des inquiétudes, OK, c'est ça. Mais en même temps, il y avait de l'excitation, j'avais comme hâte. Mais il y avait beaucoup d'incertitudes. C'était un peu tout ça en même temps. Là. T'avais-tu essayé tes auditions à la Lui puis à l'Imul aussi? T'avais-tu fait les 3 comme pour te... Non. Parce que je sais qu'il y a des gens que c'est ce qu'ils vont faire pour se préparer à leurs auditions dans la ligue qui veulent vraiment jouer. Moi, c'est ça. Ils vont juste essayer... Ils vont faire les auditions de d'autres ligues qui savent qu'ils ont peut-être pas le calibre, mais ils vont voir ça ressemble à quoi une soirée d'audition. Ils vont être beaucoup moins stressés, beaucoup plus à l'aise pour la soirée d'audition sur laquelle tu vois, moi, c'était juste... Non, j'avais Ok. été avec la recommandation de bordel, dire, il y a cette ligue-là, OK, je vais y aller. Ça Puis pourrait être je ta pense place. aussi que j'essaie de pas me faire trop d'attentes, puis juste comme, alright, tu sais, go avec une attitude constructive, puis on verra. Tu sais, je le savais pas ce que ça allait être, là. C'est pour ça que, OK, peux-tu te décrire, peux-tu te dire de quoi? Je sais pas, là. Ils disent toujours, si t'étais un telle affaire, qu'est-ce que tu serais? Je sais pas, là. C'était probablement bidon, ce que j'ai dit. Mais c'est quand même un coup de deuil là, de faire cet exercice-là, parce que moi, je me rappelle l'avoir fait pour rentrer à la Limule, de me dire, hey, je vais me préparer pour mes auditions, ça fait longtemps, je vais aller faire les auditions de la Lui. Ouais. Tu pognes un 2 minutes quand tu passes au deuxième tour. T'es là, Mais OK. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que trop de préparation, ça nuit. Tu sais, au sens que justement, c'est comme oui, si finalement, je fais de l'impro, le but c'est de pas me préparer et de recevoir. Alors si je me prépare trop, je viens dans un mode un petit peu plus rigide. Ouais. Puis là, on dirait que je m'adapte un peu moins bien parce que là, j'avais cette idée-là d'un personnage, ou j'avais cette idée-là, puis là, j'amène à le forcer, mais ça marche pas. J'écoute pas ce qui se passe. Là. Puis si tu te prépares d'une certaine façon, puis tu vis un succès, puis que t'es pris dans ta ligue d'impro, ben ton prochain match, je pense que tu vas vouloir te mettre le même type de pensée dans la tête pendant une semaine. Fait que tu vas juste stresser encore plus à chaque fois. Ouais. Parce que là, ton expérience positive est reliée à la préparation d'une semaine de stress. Le rituel. Puis c'est ça, puis ça met de la pression. Fait que là, tu focuses plus sur l'anticipation de la chose, puis le temps de préparation. Pourquoi? Pour éviter un inconfort. Alors qu'ultimement, cet inconfort-là, tu vas le vivre d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi te préparer autant? Mais je comprends. Puis là, je vais différencier les choses parce que moi, je suis un fervent défenseur des pratiques. Là. Si on pouvait se pratiquer, tu te souviens, là, moi, j'aimais ça. Je voulais qu'on pratique parce que je voulais pratiquer des skills ou que, rendu au match, c'est pas là que je veux le pratiquer. Je veux le pratiquer avant pour que, OK, là, je suis à l'aise à baigner là-dedans. Là, j'arrive au match, c'est une autre corde à l'arc que Julien, t'es le mettre, maître de « on va-tu se réchauffer? » Ouais. T'es en jogging, t'es prêt, là, le match commence dans 1 heure. Ouais, non, on va-tu se réchauffer? L'équipe est pas encore tout arrivée. Mais c'est comme reconnecter avec... Parce que là, c'est normal, si t'as fait de l'impro pendant 5-10 ans, t'as pas besoin de te réchauffer autant parce que t'es réchauffé de toutes ces années-là. Au sens que... Mais vrai. Moi, c'est un peu comme, OK... Le mindset est permanent. Exact. Moi, c'était, OK, comment je peux baigner dans cette attitude-là de laisser aller? Donc, moi, le réchauffement me permettait de sortir de ma tête puis le faire. Comme ça, j'avais cette impression-là, OK, je l'imprègne, puis là, rendu au match, c'est rendu le match. Mais c'est un gros clash, ça, là, parce que, tu sais, les réchauffements, les pratiques, c'est une culture qu'on... Ben, en tout cas, je pourrais pas parler pour exemple, pour les ligues plus de haut niveau, mais tu sais, je veux dire, moi, pour avoir joué à la Limule, pour avoir joué à la Lui, tu sais, on en fait, là, mais tu sais,
c'était à dosette, là. Ouais, c'est ça, parce que on fait une petite gauleur 10 minutes avant d'entrer sur la scène, puis on se dit, OK, je suis dégourdi, je suis prêt à faire une drôle de face. Puis après ça, tu vas te dégourdir une impro après Mais l'autre. c'est ça l'affaire, puis ce qui est correct, tu sais, au sens que, ultimement, c'est ça le point, c'est tu vas faire de l'impro, tu le sais pas, fait qu'est-ce que ça sert de te préparer autant quand t'as déjà les habiletés, t'as déjà les outils, t'es déjà confiant à aller sur la scène, puis dealer avec l'anxiété que ça peut amener, puis que c'est plus un problème. Fait que le réchauffement, OK, ça peut amener juste OK, on se réchauffe, comme tu dis, mais sans mettre une genre de rigueur de réchauffement de pratique parce qu'il y a des choses que tu as déjà acquis. Mais je comprends que pour quelqu'un qui rentre un peu plus tard dans cette discipline-là, c'est peut-être un besoin là, qui est plus présent. Oui, qui a une fonction. J'aime ça qu'il y a une fonction. Parce que moi, je me rappelle quand je me remets dans ce mindset-là de je dois changer de mindset pour faire mon match d'impro. Je faisais ça au secondaire. Je me rappelle, le secondaire, c'est parascolaire. Tu arrives dans ton local de théâtre de ton école, puis là, tu reviens de ta journée, tu as des devoirs à faire dans 2 heures, puis là, tu as comme 2 heures là de pratique pour ta semaine, puis c'est ton impro de la semaine, ces moments-là. Ben, mes premières coachs, moi, Pascal Gouin puis Fanny Lepage, ont été incroyables à juste nous dire, là, vous avez des devoirs, vous avez tous une vie, mais quand vous traversez les portes du paradis, là, c'est parce que c'était le nom de la salle, là, c'était le nom du local. Quand vous traversez les portes du paradis, je veux pas que vous pensiez à votre devoir, il est pour demain. En ce moment, vous faites de l'impro, je veux pas vous voir avec vos devoirs sur le banc, vous mettez ça de côté. Tout le monde partage ce moment-là ensemble. On met notre jus mental à être dans le même endroit, le même instant. Puis on évolue ensemble dans ce chemin-là. On peut pas avoir quelqu'un à côté qui a le stress de sa propre vie individuelle qui retarde le reste du groupe. C'est niaiseux, mais c'est ce moment-là de s'oublier en tant qu'individu pour le groupe, pour après ça donner un bon show. On pense au spectacle, puis là, je veux pas l'individu. Au service du produit. C'est ça, au service du produit, au service de l'art, de la création spontanée. On revient à la base de l'impro avec ça. Là. C'est un peu ça, c'est comme on a tout un ego. Mettons, on aime faire de la scène, on aime faire des niaiseries, mais il reste présent, faut juste pas lui donner trop d'attention, c'est au sens de le tasser de côté pour être vraiment réceptif aux autres, vraiment réceptif à l'idée, vraiment engagé dans peu importe ce que c'est, jouer différents rôles, prendre différentes positions, c'est aller où ce que l'impro a besoin, c'est quoi le besoin? Ben ok, on y va puis on se pose pas trop de questions, puis après ça, ben plus on fait ça, paradoxalement, ben ça passe mieux. Ça c'est mieux reçu, puis là en retour, ça fait du bien parce que c'est hey, crime, je me suis laissé aller, puis maudit que c'était le fun, hein, on s'est regardé, on a vécu quelque chose, puis waouh, tu sais. Puis ça, après ça, ben je dis pas que ça nourrit l'ego, mais ça nourrit un sentiment de fierté, d'accomplissement, d'avoir pu vraiment se laisser aller, tu sais. Puis ensuite, par après, l'ego est fier d'être plus petit. Oui. C'est-tu bien dit, ça? Oui, j'aime ça. Donc, oui, Julien, alors pour finir le podcast, traditionnellement, on instaure un petit jeu qui s'appelle « Ça passe ou ça casse ». Donc, Mathieu et moi, à tour de rôle, en rafale, on va te donner des petits énoncés, puis tu vas seulement devoir nous dire « ça passe ou ça casse ». Et on ne veut pas d'explication en lien avec ça. Okay. Si tu sens que c'est vraiment important, vas-y, là. Mais plus il y a de mystère, plus c'est... En plus, moi, j'ai toujours tendance à vouloir expliquer. Mais... j'ai pas remarqué. Donc, je peux peut-être commencer. Comme ça, Mathieu, tu vas terminer. Oui. Okay. Je vais me discipliner. Là. Je vais finir sur mon préféré. Oui, tu vas finir sur ton préféré. Donc, ça passe ou ça casse, ne pas mettre ses clignotants sur la route, en voiture. Sur l'autoroute? Tu dis pas les bons mots. Ça casse. OK. Du sirop de poteau. Ça passe. Oh. Les 3 Seigneurs des Anneaux, version longue, back à back. Ça passe. 11h30. Arriver 1 minute en avance au travail, ça passe ou ça casse? Ça passe. Mais c'est short. Dormir les lumières allumées. Ça casse. Du body surfing. Ça passe. Se couper les ongles au travail.
Dans mon cas, ça passe. Ça a l'air de quelqu'un qui le fait. Ça passe. Je l'ai jamais fait, mais ça passe. Écoutez en reprise les épisodes de 4-5-0 Chemin du Golf. Ça casse. Parler pendant un show de musique. Ça casse. Utiliser la toilette à mobilité réduite. Ça... Attends, répète ça. Utiliser la toilette pour les personnes à mobilité réduite. Ben, des fois, il y a juste ça, fait que ça passe. Des beaux bâtiments colorés comme à Cuba. Ça passe. Ah, mais c'était mon préféré, celle-là. Ben merci Julien. Donc merci beaucoup d'avoir participé au podcast Ça passe, ça casse. Puis d'avoir mis de l'avant ton expérience là, en tant que joueur qui est rentré un peu plus tard sur le circuit de l'improvisation. C'était super intéressant. Ouais, j'ai eu bien du fun. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Alors Y a-tu des plugs dans des shows? Ah ouais, tu veux-tu plugger des shows, quelque chose? Ben, j'ai pas particulièrement rien à plugger. Autre que peut-être dans les prochaines années, vous allez peut-être avoir la chance de venir au Nouveau-Brunswick écouter un show de musique. On va peut-être faire du live, mais c'est peut-être loin. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé durant le podcast, mais en ce moment, tu fais de l'improvisation musicale avec des amis. Oui, c'est ça. Puis on a fait un spectacle récemment à Moncton au Capitole. Puis non, ça s'est vraiment bien passé. Fait que là, j'ai l'impression que le côté musical, l'improvisation... en tout cas, dans la dernière année, vu que j'ai déménagé, j'ai pas fait d'impro théâtrale, mais c'est la musique qui a pris un petit peu plus les devants, puis je vais le rechercher autrement. Après avoir commencé la scène avec l'impro pour une première fois, là, tu recommences la scène avec la musique. Exactement. T'arrêtes pas, man. Non, je vais toujours avoir ce besoin-là. Bravo, moi je te salue vraiment pour ça. Je trouve ça vraiment une belle attitude. C'est super intéressant, puis on aura peut-être la chance éventuellement dans un épisode de parler justement de l'impro musicale, mais on verra à ce moment-là, mais c'est une autre forme d'impro. Ça revient au même, se laisser aller dans un plaisir, partager avec d'autres mondes. Apprendre les normes du milieu, apprendre le langage de la musique. Oui, exactement. Oui, c'est différent, mais c'est le même principe. Apprendre le langage de la mix, le langage de l'impro. Il y a une histoire, tu suis l'histoire, t'écoutes les cues, tout le monde ajoute sa touche, puis tu conclus. Tu connais tes gammes par cœur, tu connais tes catégories d'impro par cœur. Il y a plein de parallèles qui existent. Ouais. Ben merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir, merci à vous autres. On a bien hâte de te voir dans un spectacle d'improvisation musicale. Peut-être dans un tournoi à un moment donné. Ben oui, tu fais un tournoi bientôt. Ouais, non. Un petit open là, qui s'en vient. Ça serait le fun, ça. Peut-être l'an prochain. We'll make it work. That's right. Ben merci beaucoup, Mathieu. Merci, Julien. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ça passe ou ça casse, un podcast présenté par La Limule. Le podcast Ça passe ou ça casse est une présentation de La Limule, la ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Vous pouvez venir voir nos matchs d'improvisation pour 3$ tous les jeudis 20h au Théâtre de Poche de l'Université Laval, au deuxième étage du pavillon Alphonse Desjardins. Ainsi que nous suivre sur Facebook et Instagram à La Limule, LA espace Limule. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés. La semaine prochaine, on parle de théâtre et d'improvisation avec Jérémy Michaud, qui a fait le Conservatoire de Québec. Voici un court extrait. Bonne semaine. Tu sors du lot un peu par ton casting. Oui. Tu sais, des gens dans ton genre, de ta grandeur, ton style, tout ça, il y en avait moins que d'autres types de futurs comédiens. Ouais. Puis tu sais, là, je dis ça, je viens de sortir, mais je sais que je jouerai pas des pères de famille dans les prochaines années. Non, je jouerai pas... Tu sais, si je fais 5 pieds 5, je jouerai pas des pères de famille, je vais jouer des ados, je vais jouer... Fait que ça aussi, faut que tu fasses le deuil de ça. Ouais. Même en impro, des fois, tu fais « Hey, moi, cette catégorie-là, je la ferai jamais de ma vie parce que c'est pas quelque chose... » Puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon, pas bonne, c'est juste cette catégorie-là, elle nous fait pas, puis c'est bien correct. Sauf qu'il y a cette liberté-là en impro de... Oui. Tu peux essayer plus de choses, puis te planter, c'est moins grave. Ben oui, parce que, tu C'est sais, ça. t'as pas des représentations de cette Non, c'est pendant Non, une c'est ça. saison. Puis le show, il coûte rien ou pratiquement Ouais. rien, puis il n'y a pas de conséquences réelles. Oui.